Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup de venir nous écouter. On ne va pas vous présenter une grande révolution, mais simplement l'état de nos réflexions, à nous, en toute humilité, sur le rôle qu'on peut jouer ou qu'on doit jouer sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour vous parler de Grassmaster en particulier, mais plutôt de ce qui se passe en termes de gaz à effet de serre pour un système hybride stitché. Voilà. Mon nom c'est Benjamin Huneau, j'ai été directeur des activités hybrides de Tarkett pendant plusieurs années et je continue d'aider la société avec une équipe qui s'est enrichie récemment et notamment je voudrais en profiter pour vous présenter Rémi. Merci Benjamin, bonjour à tous. Donc Rémi Lardin, j'ai rejoint Grassmaster Tarkett Sport il y a 2 mois. J'étais anciennement salarié chez Parquet Sport, intendant grounds manager pour toutes les surfaces de l'Olympique de Marseille. Et maintenant, je rejoins l'équipe pour du développement technique, commercial, suivi de chantier, etc. Voilà. Merci. Merci Rémi. Alors, si ça marche. Voilà. Bon, quand on regarde, vous avez vu comme moi la liste des sujets des différentes conférences ces 2 jours. On voit que le prisme a quand même sacrément changé. Il se focalise sur les aspects planète et en particulier le réchauffement climatique qui est un enjeu central maintenant pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Le sport doit faire sa part. Tout le monde doit faire sa part. Sans quoi on n'y arrivera pas. Et donc Grassmaster dans tout ça. Alors Grassmaster, c'est une activité qui appartient au groupe Tarkett. Tarkett est un gros fabricant mondial de revêtements de sol, moquettes, tapis, vinyle, etc. Très engagé dans le circulaire et dans la réduction de ces émissions, comme beaucoup, mais de façon, on espère, assez authentique et efficace. Et donc là, on va faire un focus un peu sur les aspects CO2. Ils ne sont pas les seuls aspects environnementaux. Hein. On parle beaucoup des phytos, etc. Mais là, on va parler spécialement du CO2, puisque Tarkett est d'abord une entreprise industrielle. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre produit, mais pour que vous compreniez ce que je vais dire ensuite, je prends juste 5 minutes. Le système Grassmaster, c'est ce qu'on appelle un système hybride injecté. Et donc, en gros, on fournit un gazon naturel qui est renforcé par l'injection verticale de fibres synthétiques. Et aujourd'hui, on vend de la fibre, enfin on installe de la fibre en polypropylène avec un maillage de 2 cm. Donc vous avez sur un terrain à peu près 20 millions d'injections de fibres et ça correspond à peu près à 1 km de fibre par mètre carré. Donc du point de vue du joueur, vous avez un gazon qui ressemble en tout point à un gazon naturel, mais il a le mérite d'être plus robuste, très drainant et de permettre plus d'utilisation, plus d'heures de jeu. Donc c'est ce qu'il y a maintenant dans quasiment tous les grands stades. Le système a eu beaucoup de succès, il est copié aussi par nos concurrents, ce qui prouve aussi la valeur technique du produit. Voilà. Mais donc concrètement, ce que fait la société Grassmaster, en plus d'aider nos clients et de les conseiller, c'est on se déplace lors des chantiers de construction avec des machines, on emmène un conteneur avec de la fibre, on installe la fibre dans les machines et ensuite pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, on injecte, on avance avec les machines et on injecte de la fibre synthétique dans un substrat sableux. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je voudrais juste vous prévenir que c'est des estimations qu'on a faites nous. L'objectif, c'est d'avoir des idées sur les ordres de grandeur. Ce n'est pas un audit spécialisé fait par un cabinet expert du sujet. C'est un travail d'orientation pour nous qu'on souhaite partager. Alors, quand on se demande quel impact on a, nous, en termes de gaz à effet de serre, je pense que vous êtes familier avec les notions de scope 1, 2, 3. Le scope 1, c'est ce qu'on émet directement, nous, en termes de CO2 dans nos activités. Donc, typiquement, si on a des machines avec des moteurs diesel, ça rentre dans ces émissions scope 1. Quand on transporte nos machines ou nos fibres sur un camion, ça rentre dedans. Quand on déplace nos équipes avec des voitures, ça rentre dedans. Le scope 2, c'est tout ce qui est lié à l'énergie, et les émissions liées à l'énergie utilisées indirectement.
Et donc les consommations électriques des machines Grassmaster, c'est-à-dire que vous avez une machine qui fonctionne avec l'électricité qui vient du secteur qui a été fourni par EDF ou un autre fournisseur, et on compte ces émissions dans le scope 2. C'est pareil pour les émissions électriques du bureau ou la production des fibres. Alors, quand on produit des fibres par Tarkett, on utilise de l'énergie dans nos usines. Et en fait, Tarkett fait une partie de la production de ces fibres. Donc on a une société du groupe qui s'occupe de l'extrusion. Et puis, mais on achète du matériau qui lui-même a déjà subi des process industriels dans des sociétés qui ne sont pas Tarkett. Et donc ça tombe dans le scope 3. L'important, c'est de regarder scope 1, 2 et 3, évidemment. Tout compte et tout doit rentrer en compte, sauf que scope 2 et scope 3, c'est des émissions qui sont aussi comptées par une autre entreprise dans son propre périmètre. Et scope 1, c'est vraiment ce qui n'existerait pas si Tarkett n'existait pas. Alors en gras, j'ai mis ici ce que je vais faire rentrer dans les analyses qui suivent dans les pages suivantes. On n'a pas pris les consommations électriques du bureau, par exemple, et on n'a pas pris la fin de vie. Je reviendrai sur la fin de vie juste après. Alors, je me trompe de bouton. Hop. Alors voilà, quand on injecte un terrain de taille, terrain de foot, 7500 m² environ, on émet nous-mêmes 20 tonnes de CO2, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais dans tous les cas c'est trop. Par ordre de comparaison, la mise en œuvre de la couche racinaire via livraison et installation de sable, si on fait venir le sable d'une carrière qui est distante de 100 km avec des camions, ça fait 24 tonnes de CO2 sur l'émission des camions. Et quand vous avez un match dans un stade avec une hypothèse où 30% des gens sont venus en voiture, avec une distance moyenne, je ne sais plus, d'une trentaine de kilomètres, c'est 69 tonnes pour ce soir de match qui sont émises. Voilà. Alors, c'est des ordres de grandeur. Ça ne dit pas que nous, on n'émet pas beaucoup, parce que 19 tonnes, c'est 19 tonnes de trop, et quand on vise du net zéro, de toute façon, il faut trouver des moyens pour que ça se soit réduit au plus possible, et que ce qui restera nécessairement soit compensé. Alors, je vais zoomer maintenant sur ces 19 tonnes 5. On était, il y a encore peu de temps, à 31 tonnes environ. Et le 19 tonnes 5, donc c'est une réduction de 37% de nos émissions. Et donc vous voyez qu'il y a 3 gros morceaux. Le morceau vert qui est la production des fibres. Ça n'a pas changé, on a toujours la même fibre qui est produite de la même façon. Le transport des machines et des fibres, donc nos installations et nos installations techniques sont basées aux Pays-Bas. Donc là, c'est un calcul qui est fait pour un terrain qui serait dans le centre de la France. Et donc on a 2 camions qui viennent, un camion avec 2 machines à injection et un camion avec la fibre. Alors pourquoi ça s'est passé de 7.1 à 4.8? C'est parce qu'on a des machines plus petites et qu'on en fait tenir 2 sur un camion. Donc rien que ça, on a gagné vous voyez, à peu près 2,3 tonnes. Et donc ça nous fait un petit 7%, 7-8% de nos émissions qu'on a économisé avec ça. Et puis le fonctionnement des machines. Le gros morceau bleu, c'est l'énergie qui est consommée. Donc historiquement, on avait des machines avec des moteurs diesel embarqués qui consommaient beaucoup de carburant et qu'on a remplacé par des plus petites machines qui fonctionnent suivant 2 modes possibles, soit avec un petit générateur qui est toujours au diesel mais qui consomme à peu près 4 fois moins, soit à chaque fois qu'on peut, on se branche sur le courant secteur local et auquel cas les émissions passent de 2.6 à 0.5. Ça, c'est calculé sur le mix électrique français, avec le parc nucléaire, un peu de gaz, de l'hydro, etc. Voilà. Et puis le transport des opérateurs qui viennent, dans le cadre d'un projet en France, qui viennent en voiture et qui tous les jours font des allers-retours entre l'hôtel et le projet, c'est à peu près 0.5. Donc à ce stade, ce qu'on retient, c'est qu'on a intérêt à utiliser du courant secteur autant que possible. Et donc, s'il y a parmi vous des intendants de stade qui souhaitent en injecter, dans la mesure du possible, essayons d'utiliser votre énergie. Ce sera une fraction extrêmement minimale de vos consommations d'énergie liées notamment à l'éclairage du stade. Et ensuite, il nous reste des gros morceaux, donc le transport et la production de fibres.
Le transport, ça peut être résolu par des camions électriques. Ça commence, mais c'est encore assez minoritaire. Et la production des fibres. Donc là, je suis toujours hors fin de vie. Je suis sur la production des fibres, mais pas sur les émissions liées au cycle de vie de la fibre. Au moment de la fin de vie, on a encore des gros sujets à résoudre, puisque un terrain de type Grassmaster, ça vit 10 ans, 15 ans, et ensuite, on enlève tout. Et il nous reste environ 4500 tonnes de sable dans la couche racinaire, et puis 5 tonnes de fibres. Alors quand on regarde ces nombres, le plus important, c'est quand même d'essayer déjà d'avoir du sable propre, et de pouvoir l'utiliser, et de ne pas être obligé de le mettre en déchetterie. Donc idéalement, un réemploi pour un usage agronomique, ou alors dans la construction. Voilà, donc ça, je parle plutôt aux entreprises de construction, du coup, pour trouver des solutions de ce côté-là. Et puis la fibre, ce qu'on cherche à faire, nous, avec ces 5 tonnes de fibres, c'est de les réextruder, c'est-à-dire de pouvoir faire de la nouvelle fibre qui serait utilisable dans nos terrains hybrides. Donc c'est pour ça que la petite flèche est verte, parce que là, on est totalement circulaire. Malheureusement, je vais vous expliquer qu'on n'y est pas encore. Il y a un stade intermédiaire qui est d'en faire un autre produit valorisé, et c'est ce qu'on fait déjà Tarkett, en créant le remplissage de ces terrains synthétiques à l'aide de produits en fin de vie, typiquement Promax Hydroflex. Et puis, au pire du pire, c'est pas terrible, c'est la valorisation thermique, c'est-à-dire on brûle. Et on brûle en faisant de l'énergie avec. Alors là-bas, c'est que 1 kg de matière plastique, que ce soit du polypropylène, du polyéthylène, etc., dans sa destruction, ça émet 3 kg de CO2. Si on en fait de l'énergie, on récupère à peu près l'équivalent d'1 kg qu'on aurait dépensé autrement si on voulait faire cette même énergie. Voilà. Donc au lieu de 3, on passe à 2. Mais c'est quand même pas terrible. Alors, nos travaux sur la fibre, et c'est loin d'être fini, donc je ne vous raconte pas une histoire parfaite, toute belle, etc. Je partage juste l'état de l'art de notre côté, et c'est de trouver une fibre recyclable. Évidemment, ça n'a un sens que si la fibre est non seulement recyclable, mais recyclée. Parce que si ça part à la poubelle, en déchetterie ou autre, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, nous, on ne cherche à travailler sur des régimes de recyclage que si nous-mêmes, on a la solution de recyclage. C'est-à-dire qu'on est capable de récupérer dans notre usine, de collecter, de purifier et de réextruder. Donc, je ne vais pas vous faire la leçon, mais méfions-nous tous des gens qui nous vendent du truc recyclable qui va finir à la poubelle. Après, est-ce que c'est recyclé à l'identique ou est-ce que c'est downcyclé, c'est-à-dire ça vient autre chose, il y a une deuxième vie, mais il n'y aura pas de troisième vie après. Donc c'est 2 fois mieux, mais c'est quand même pas terrible. Donc chez Tarkett, on a déjà des produits synthétiques recyclés. Et quand on parle de la fibre Grassmaster, le principal problème qu'on a, on arrive à la récupérer et la filtrer à travers le sable, donc d'avoir un sable qui est quasiment exempt de fibres. Par contre, la fibre elle-même n'est pas exempte de sable. Et après lavage, on a encore à peu près 10% de la masse qui est constituée par le sable. Et ça, c'est rédhibitoire pour pouvoir refaire de la fibre polypropylène qui soit assez performante. Donc on est en train de travailler sur ces notions de nettoyage et de purification du matériau. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut être vraiment circulaire. Alors il y aurait d'autres chemins possibles, notamment d'avoir une fibre qui soit biodégradable. Le problème, c'est que on injecte de la fibre dans des terrains en gazon naturel qui vont devoir durer 15 ans. Et donc on veut tout sauf que ce soit biodégradable, évidemment, puisqu'on veut que la fibre elle garde ses performances mécaniques pendant 15 ans, ce qui est totalement incompatible. Quand bien même elle se déliterait très 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 lentement, on ne peut pas appeler ça biodégradable parce qu'il y a une notion de vitesse dans la biodégradabilité. Et puis d'autre part, ça n'a pas d'intérêt CO2, parce qu'une fibre qui se désagrège, elle va finir par émettre son contenu dans l'atmosphère. Donc on n'a absolument pas solutionné le problème, au contraire, on a empêché le fait de solutionner le problème. Et puis biodégradable, ça ne veut rien dire. Voilà, donc il faut se méfier des discours parce que c'est absolument pas normé. Et donc il n'y a pas de clarté dans ce que ça peut vouloir dire. Une autre option, ce serait d'avoir une fibre compostable.
c'est-à-dire qu'il ne se dégrade pas dans les conditions normales, donc le terrain va être performant pendant sa durée de vie, mais ensuite, dans des conditions particulières, on arrive à faire composter la fibre au milieu d'autres matériaux, en la montant par exemple à 70 degrés, avec des conditions de pression et d'environnement qui sont favorables. Ça ne nous semble pas une solution d'avenir, parce que d'une part, il faut une installation spécifique de compostage. Et il faut que cette fibre entre parmi d'autres choses dans un cycle de compostage. Et ça a généralement peu d'impact CO2. Donc ça sert à ne pas laisser dans l'environnement des fragments de matériaux qui sont une pollution physique. Mais par contre, le compostage, c'est de la dégradation par fermentation et ça émet du CO2. Donc le CO2 qui est contenu dans la fibre, le carbone, il va finir dans l'atmosphère. Le compostage n'est pas souvent compatible avec du captage. Voilà. Et on obtiendrait éventuellement des matériaux qui peuvent servir qu'on pourrait substituer à des engrais ou de la matière organique, mais ça ne marche pas bien avec de la fibre plastique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. On n'arrive pas à avoir des apports qui soient performants. Voilà. Ou alors biosourcé, qui est à l'inverse, dire plutôt que regarder la fin de vie, on regarde le début de vie, parce qu'on n'a pas mis au monde du pétrole. Mais au contraire, on utilise une matière qui vient d'une certaine culture. Mais ça ne résout pas la fin de vie. Donc au moins, on n'a pas participé à l'appauvrissement des ressources naturelles, mais il y aura du carbone dans ce matériau et on ne sait pas très bien ce qui peut devenir. Et ce n'est pas parce que c'est du bioplastique, par exemple, c'est encore un autre mot qui ne veut rien dire, qu'il ne va pas devenir polluant et qu'il va se dégrader tout seul. Voilà. Donc vraiment, le focus pour nous, c'est de savoir recycler notre fibre, qui reste pour le moment une fibre synthétique. Voilà, donc je vous ai à peu près partagé, on avait un quart d'heure, on a à peu près tenu le timing. L'objet n'est pas de vous vendre quelque chose, ni de dire qu'on est beau et qu'on est gentil, mais juste de partager, parce que je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres sur nos efforts respectifs. Et de vous dire où on en est simplement. Et pour ouvrir un petit peu, je voudrais qu'on n'oublie pas le fait que quand on fait un terrain, s'il dure 15 ans, c'est beaucoup mieux que s'il dure 3 ans. Et donc la durée de vie du terrain, mécaniquement, ça améliore la performance en CO2. Si on avait fait faire des terrains qui durent 50 ans, on diviserait par 3 par rapport à un terrain qui dure 15 ou 17 ans. Le nombre de terrains également. Donc, un des avantages de Grassmaster, c'est qu'on peut jouer plus sur un terrain sans dégrader la qualité de jeu et la qualité de la pelouse. Et donc on peut finalement, avec 2 terrains, faire le travail qu'on ferait avec 3 ou 4. Et puis enfin, je n'ai pas fait de calcul, mais l'entretien sur les terrains, la quantité de carburant dépensé dans les tondeuses, les produits, etc., sont probablement d'un ordre de grandeur qui est largement au-delà sur la durée de vie du produit que ce que nous on fait. Mais ça ne veut pas dire que nous on n'a pas du boulot à faire sur notre morceau. Par contre, ça peut vouloir dire que si on peut développer un produit qui nécessite moins d'entretien et donc moins d'émissions liées à l'entretien, on peut y gagner, quand bien même notre produit lui-même générerait plus d'émissions. C'est pour ça que c'est important de travailler aussi sur l'ensemble du cycle de vie du produit et pas voir le truc qu'avec notre petit bout de la lorgnette. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire. J'espère que ce n'était pas trop dense dans le temps imparti. Alors, je ne sais pas comment on fait pour les questions. Vous avez un micro qui arrive. Oui, bonjour, Olivier Grélin. J'ai une petite question concernant la régénération. Elle est préconisée donc chaque année. Alors, je suis désolé, j'ai pris votre exposé en cours et je voulais savoir si il était possible d'espacer, c'est-à-dire faire cette régénération qui est conseillée, voire même imposée tous les ans. L'espacer à 2 ans, voire, comme j'ai entendu dire, 3 ans. C'est un bon point parce que ça jouerait un rôle dans le sujet qui nous occupe.
Effectivement, notre recommandation, c'est de la faire de façon annuelle parce que vous avez la garantie d'un terrain de jeu qui va garder ses performances et qui va être très sain pendant toute la saison. On a des clients soit qui ne peuvent pas, soit qui ne veulent pas le faire tous les ans. Je pense au Stade Toulousain, par exemple, qui prend une option un peu différente. On regarde ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Ça nécessite aussi une hygiène particulièrement poussée pendant l'année, parce que finalement, la rénovation vise à enlever tous les résidus de matière organique qui sont accumulés pendant l'année, et notamment les déchets de tonte. Donc, plus on arrive à éviter ces déchets de tonte, mieux c'est. Maintenant, ce sera difficile de nous faire dire que vous pouvez, sur vos deux oreilles, zapper une rénovation sur deux. Parce que malheureusement, le risque, c'est que vous ne tiriez pas tous les bénéfices du produit. Voilà. C'est un peu une réponse de Normand, je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire beaucoup mieux. Non, mais elle me convient parce qu'effectivement, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, donc Vincent Paya, Proxalis Environnement. Je voulais vous questionner un petit peu sur les alternatives. Vous avez placé l'alternative du compostage en disant que c'est une solution qui réémet du coup du CO2. Mais à l'inverse d'une fibre plastique qui a été fabriquée, donc à consommer du CO2, qui a été rejeté dans l'atmosphère, cette fibre alternative qui rejetterait du CO2 lors du compostage, rejetterait du CO2 qu'elle a préalablement séquestré. Donc finalement, le bilan là-dessus serait nul. Donc, y a-t-il d'autres raisons qui font que le compostage ne serait pas envisageable ? Alors, dans ma compréhension, et encore, je suis loin d'être un super expert de la chose, mais donc le compostage, c'est la fin de vie. Après, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, c'est-à-dire d'où il vient à l'origine, quand bien même il est compostable. Et il y a des plastiques d'origine synthétique, pétrolière, qui sont compostables. C'est-à-dire que vous avez des bactéries qui vont manger du pétrole, on va dire. Et donc là, on n'est pas vertueux parce que quelque part, on a extrait du carbone sous terre et il finit dans l'atmosphère. Mais effectivement, si on arrive à allier du compostage avec une fibre qui serait biosourcée, dans ce cas-là, ça peut être vertueux. Après, il faut faire attention que si on a une sorte de bioplastique ou un plastique biosourcé, on peut avoir besoin pour ses performances pendant 15 ans de rajouter des adjuvants dedans qui eux-mêmes ne seront pas d'origine végétale. Voilà. Merci, raison, tout dépend d'où ça vient. Voilà. Merci infiniment pour vos apports. Je propose que l'on passe à la conférence suivante concernant, c'est important aussi, le changement climatique avec les dernières études sur les évolutions climatiques, la montée des eaux, l'impact sur la biodiversité et notamment sur nos forêts. Merci, applaudissements pour Grassmaster.